Le Sahel change de cap en silence, en quelques décisions irréversibles. Alors que les bases françaises quittent le centre du terrain, leur présence se redéploie en périphérie, transformant un retrait apparent en pression stratégique durable. Que signifie ce basculement pour ceux qui vivent ses conséquences et pourquoi Ibrahim Traoré place-t-il désormais la souveraineté au cœur de chaque choix politique? Une région entière retient son souffle. Cette analyse promet de clarifier ce qui se joue réellement derrière les discours de souveraineté, au-delà des symboles et des déclarations spectaculaires. Elle offre au lecteur un cadre précis pour comprendre les bénéfices, les coûts et les risques d'un repositionnement géopolitique mené sous forte contrainte régionale. L'enjeu central n'est pas seulement diplomatique ou militaire, il touche à la capacité d'un État à décider sans tutelle dans un environnement saturé d'intérêts concurrents. Dans le cas du Burkina Faso, chaque choix engage la sécurité, l'économie et la cohésion sociale sur plusieurs années. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un acteur placé entre attentes populaires élevées et pressions extérieures persistantes. L'objectif n'est pas de juger, mais de mesurer les marges de manœuvre réelles dont dispose son pouvoir. Ce parcours examinera les mécanismes visibles et invisibles qui transforment une rupture politique en pari stratégique. Comprendre ces dynamiques permet d'évaluer si la souveraineté proclamée peut devenir une souveraineté durable, ou si elle risque de produire de nouvelles dépendances. En moins de 2 ans, le Burkina Faso a vu ses alliances extérieures se reconfigurer à un rythme rarement observé dans la région. Depuis 2022, cette accélération place Ibrahim Traoré au centre d'un basculement où la rupture symbolique précède une recomposition plus profonde. La prise de pouvoir s'inscrit dans un contexte de crise sécuritaire persistante et de défiance accumulée envers les partenariats occidentaux. L'insurrection djihadiste fragilise l'autorité de l'État sur plusieurs zones, tandis que les résultats des dispositifs internationaux sont jugés insuffisants par une partie croissante de la population. Cette frustration nourrit une attente de changement radical bien au-delà d'un simple ajustement militaire. C'est dans ce climat que la souveraineté devient un mot-clé opératoire. Pour Ibrahim Traoré, elle ne se limite pas à un slogan mobilisateur, mais sert de justification à une redéfinition des relations extérieures. L'expulsion des forces françaises et la restriction de certains médias internationaux signalent une volonté de reprendre le contrôle du récit national autant que du territoire. Ces décisions produisent un effet immédiat sur la perception interne du pouvoir, renforçant l'adhésion d'une jeunesse en quête de dignité politique. Cependant, la rupture visible masque une réalité plus nuancée. Le retrait militaire français du cœur du Sahel ne signifie pas une disparition de l'influence occidentale, mais un déplacement stratégique vers les périphéries régionales. Cette recomposition modifie les équilibres sans les effacer. Pour le Burkina Faso, cela crée un environnement où l'autonomie proclamée doit composer avec des pressions indirectes, diplomatiques et économiques. Dans le même temps, l'ouverture à de nouveaux partenaires répond à un besoin de diversification rapide. Moscou et Pékin apparaissent comme des alternatives capables de fournir soutien sécuritaire et investissement sans conditionnalité politiques affichées. Ce choix, porté par Ibrahim Traoré, redéfinit le cadre décisionnel du pays, mais introduit aussi de nouvelles inconnues. La mini-révélation tient donc à cette tension centrale. La souveraineté gagne en visibilité au moment même où les interdépendances deviennent plus complexes. C'est cette contradiction qui structure la suite du parcours et conditionne les conséquences à venir. Au cœur de cette transition, le pouvoir s'incarne dans une figure qui sert de point d'ancrage au récit collectif.
Mais Ibrahim Traoré devient le repère à travers lequel les décisions abstraites prennent une forme concrète pour la population. Son image circule moins comme celle d'un gestionnaire que comme celle d'un cap, lisible et assumé. Les premiers impacts se manifestent rapidement dans l'espace public. À Ouagadougou, les rassemblements de soutien traduisent une attente de réappropriation politique portée surtout par les jeunes. Le discours de souveraineté résonne avec des trajectoires individuelles marquées par l'insécurité et la précarité, donnant au changement institutionnel une dimension émotionnelle immédiate. Cette mobilisation précoce n'efface pas les doutes, mais elle installe un crédit politique initial. Un second effet apparaît dans l'appareil d'État. Les forces armées, placées au centre du projet, voient leur rôle symbolique renforcé. La réorganisation interne vise à restaurer la confiance et à afficher une capacité d'action autonome. Dans le même temps, les administrations civiles doivent composer avec des contraintes budgétaires accrues, conséquence indirecte des choix sécuritaires. Un microcas illustre cette dynamique. Dans une zone frontalière du Nord, le retrait d'un appui extérieur modifie les routines locales. Les autorités promettent une présence nationale renforcée, mais la transition crée un intervalle d'incertitude pour les habitants. L'impact est immédiat, tangible et nourrit des attentes élevées envers le pouvoir central. Ainsi, Ibrahim Traoré fonctionne comme un personnage guide reliant décisions stratégiques et expériences vécues. L'effet précoce est double. Un regain de confiance symbolique accompagné d'une pression accrue pour produire des résultats concrets. Le sens du basculement devient clair. Le basculement ne s'est pas produit en un seul geste, mais selon une séquence précise où chaque décision a enclenché la suivante. Au départ, le signal est politique. Dès son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré affirme publiquement que la lutte contre l'insécurité ne peut plus être conduite sous un schéma hérité. Cette déclaration marque l'activation du processus. Elle rompt avec le langage de la coopération conditionnée et installe celui de la reprise en main. Vient ensuite la phase de rupture visible, l'expulsion des forces françaises et la dénonciation des accords militaires existants constituent le premier choc. Sur le plan intérieur, l'effet est immédiat. Le geste est perçu comme un acte de souveraineté assumé, renforçant la légitimité du pouvoir auprès d'une partie de la population. À l'extérieur, il provoque une onde de tension diplomatique accompagnée de signaux de désapprobation discrets mais persistants. La montée en intensité s'observe dans les semaines qui suivent. Les relations avec les partenaires occidentaux se refroidissent, tandis que les canaux alternatifs s'ouvrent. Ibrahim Traoré engage des discussions avec de nouveaux acteurs, cherchant à compenser rapidement les pertes de soutien sécuritaire et financier. Cette phase correspond au moment du pic. L'équilibre antérieur est rompu, mais le nouveau n'est pas encore stabilisé. Les décisions s'enchaînent dans un climat d'urgence stratégique. Le troisième temps est celui des répercussions. Les sanctions économiques et les restrictions de coopération commencent à produire leurs effets indirects. Les marges budgétaires se resserrent, obligeant l'État à arbitrer entre priorités concurrentes. La sécurité reste centrale, mais son coût augmente, créant des tensions dans d'autres secteurs. Cette période révèle la face moins visible de la rupture, là où la souveraineté proclamée se heurte aux contraintes matérielles. Parallèlement, le redéploiement des forces occidentales hors du cœur du Sahel modifie l'environnement régional. Le Burkina Faso se retrouve entouré de dispositifs sécuritaires repositionnés, ce qui transforme la perception d'un retrait en sentiment d'encerclement. Cette dynamique renforce le discours officiel sur la nécessité d'autonomie tout en accroissant la pression stratégique sur le territoire. La phase suivante correspond aux ajustements.
Les autorités tentent de consolider les nouvelles alliances et de renforcer les capacités nationales. Ibrahim Traoré insiste sur la formation interne et la réorganisation des forces locales, cherchant à réduire la dépendance opérationnelle. Les résultats restent inégaux, mais l'effort structurel est engagé. Chaque pas vise à transformer une décision politique en capacité durable. Enfin, les répliques se prolongent dans le débat public. Les partisans soulignent la cohérence du chemin suivi, tandis que les critiques pointent les risques d'isolement et de fragilisation économique. Cette polarisation devient elle-même un élément du paysage. La ligne des événements n'est donc pas close. Elle dessine une trajectoire où activation, rupture, montée en tension et ajustements successifs s'enchaînent, laissant le pays dans une phase de transition prolongée encore ouverte sur plusieurs issues possibles. Le point de départ chiffré est clair. Avant la rupture politique, l'appui sécuritaire extérieur constituait l'ossature principale de la lutte armée. Après 2022, cette base se contracte et oblige l'État burkinabé à compenser par des moyens propres. Ce passage d'un modèle assisté à un modèle autonome marque le premier delta mesurable de la stratégie portée par Ibrahim Traoré. Un premier indicateur concerne les effectifs militaires. En moins de 2 ans, les forces armées nationales enregistrent une hausse significative de leur personnel. Cette augmentation vise à couvrir simultanément la sécurisation des frontières et la reprise de zones contestées. En pratique, cela modifie la capacité de projection interne, mais alourdit aussi la charge logistique et financière de l'État. Le renforcement humain améliore la présence territoriale, sans garantir à lui seul une baisse immédiate des violences. Le second indicateur touche au budget de la défense. Une progression marquée des dépenses militaires accompagne cette montée en effectifs. Chaque unité supplémentaire implique des coûts de formation, d'équipement et de maintenance. La variation budgétaire traduit un choix politique assumé: prioriser la sécurité au détriment d'autres secteurs. Ce rééquilibrage crée un effet de levier sécuritaire, mais génère une pression sur les finances publiques et réduit les marges d'investissement social à court terme. Un troisième ensemble de données concerne l'économie réelle. Dans le même intervalle, certains flux commerciaux se contractent sous l'effet des sanctions et de la dégradation des relations avec les partenaires occidentaux. La baisse des exportations de ressources clés illustre ce recul. Pour les ménages, la conséquence se mesure par une hausse notable des prix des produits de première nécessité. L'inflation agit ici comme un indicateur indirect du coût social de la souveraineté revendiquée. En parallèle, un mouvement inverse apparaît dans les investissements non occidentaux. Les engagements financiers venus d'Asie et d'autres régions progressent rapidement. Cette croissance compense partiellement la perte de capitaux traditionnels, mais elle reste concentrée sur des secteurs précis, notamment les infrastructures et les ressources naturelles. Le delta entre diversification affichée et dépendance sectorielle demeure donc important. Enfin, les données sécuritaires montrent une évolution contrastée. Malgré le renforcement des moyens nationaux, le nombre d'attaques armées continue d'augmenter sur certaines périodes. Ce décalage souligne une réalité structurelle: la capacité militaire accrue ne se traduit pas immédiatement par une stabilisation globale. Pour Ibrahim Traoré, ce constat alimente un discours de persévérance, justifiant la poursuite des réformes et des investissements sécuritaires. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une trajectoire cohérente mais coûteuse. Le passage de la dépendance à l'autonomie produit des gains symboliques et stratégiques, tout en transférant le poids de l'effort sur l'État et la population. Les preuves quantitatives ne valident ni un succès rapide ni un échec immédiat. Elles révèlent un pari à rendement différé dont les effets se joueront dans la durée. Les critiques de la
de la trajectoire suivie avance d'abord un argument central. La rupture avec les partenaires occidentaux affaiblirait durablement la sécurité nationale. Selon cette lecture, la perte d'un appui militaire expérimenté réduirait les capacités opérationnelles face aux groupes armés. La coopération internationale, même imparfaite, offrait des moyens technologiques, du renseignement et une coordination régionale difficiles à remplacer rapidement. Dans ce cadre, le choix souverainiste serait moins une émancipation qu'un pari risqué sur des ressources internes encore limitées. Un second argument concerne l'économie. Les opposants estiment que l'isolement diplomatique et les sanctions associées freinent la croissance, accentuent l'inflation et pénalisent les ménages. La dépendance accrue à des partenaires alternatifs concentrerait les investissements sur quelques secteurs, sans garantir une diversification réelle. Cette configuration pourrait à terme substituer une dépendance à une autre, en exposant le pays à de nouveaux rapports de force asymétriques. Ces deux arguments reposent sur des constats tangibles et méritent d'être pris au sérieux. Toutefois, la réponse du pouvoir s'appuie sur des données qui nuancent ses conclusions. Sur le plan sécuritaire, l'augmentation des effectifs nationaux et la réorganisation des forces traduisent une montée en capacité interne mesurable. Si la violence ne recule pas immédiatement, la présence territoriale accrue réduit certaines zones de vacances sécuritaires. L'argument n'est pas celui d'un succès instantané, mais d'un transfert progressif de compétences. Sur le plan économique, la contraction de certains flux est contrebalancée par une hausse rapide des engagements non occidentaux. Les investissements dans les infrastructures et l'énergie créent des actifs durables, susceptibles de soutenir la production locale à moyen terme. Le coût social à court terme est réel, mais il est présenté comme le prix d'un rééquilibrage stratégique visant à élargir les marges de décision futures. Ainsi, la réponse aux critiques ne nie ni les risques ni les pertes. Elle affirme que la dépendance antérieure produisait elle aussi des coûts structurels invisibles. Le désaccord porte moins sur les faits que sur l'horizon temporel choisi pour les évaluer. La question devient alors celle du temps politique acceptable. À ce stade, une idée s'impose. La souveraineté redéfinit le terrain réel. Ce point médian révèle un déplacement moins visible que les ruptures annoncées. Le cœur du changement ne réside plus dans l'expulsion ou l'alliance, mais dans la manière dont l'État apprend à fonctionner sous contraintes prolongées. Pour Ibrahim Traoré, le test décisif n'est plus symbolique, il devient structurel. Les décisions antérieures ont fermé certaines portes, mais elles ont aussi obligé l'appareil national à inventer de nouvelles routines. Ce glissement modifie la logique du pouvoir. Là où l'urgence dominait, apparaît une gestion du temps long, marquée par des arbitrages répétés. Chaque action sécuritaire implique désormais une négociation budgétaire. Chaque engagement diplomatique exige une contrepartie concrète. La souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une méthode, parfois rigide, parfois improvisée, mais toujours exposée. Cette révélation change aussi la lecture des soutiens populaires. L'adhésion ne repose plus uniquement sur la rupture avec l'ancien ordre, mais sur la capacité à tenir dans la durée. Les attentes se déplacent vers des résultats intermédiaires, mesurables, même modestes. Le pouvoir est évalué non sur ses intentions, mais sur sa résistance aux pressions cumulées. Ainsi, le milieu de parcours marque un renversement discret. La question n'est plus de savoir contre qui le pays se définit, mais comment il se maintient. C'est à cet endroit précis que la trajectoire devient réellement irréversible. Les effets de la trajectoire engagée se manifestent désormais de manière différenciée selon les acteurs concernés. Pour l'État, la priorité donnée à l'autonomie décisionnelle redessine l'action publique. Les administrations centrales fonctionnent dans un cadre budgétaire plus contraint,
où chaque dépense doit être justifiée par son impact stratégique. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la gouvernance gagne en centralisation opérationnelle, mais perd en souplesse financière. Cette configuration renforce la cohérence politique tout en limitant la capacité de réponse rapide à des besoins sociaux multiples. Du côté des entreprises, le paysage devient plus contrasté. Les grandes structures liées aux marchés occidentaux subissent un ralentissement de leurs débouchés et une hausse des coûts logistiques. En revanche, certaines entreprises locales trouvent de nouvelles opportunités dans les projets d'infrastructure et les partenariats non occidentaux. Cette redistribution crée des gagnants et des perdants, accentuant les écarts entre secteurs intégrés aux nouveaux flux et ceux dépendant des circuits de traditionnels. L'incertitude demeure élevée, freinant les investissements privés à court terme. Pour les ménages, les conséquences sont plus immédiates et sensibles. La hausse des prix des produits de base affecte le pouvoir d'achat, en particulier dans les zones rurales et périurbaines. Les efforts sécuritaires mobilisent des ressources qui ne sont plus disponibles pour l'éducation ou la santé, ce qui alimente un sentiment d'attente prolongée. Dans le même temps, le discours souverainiste maintient un capital symbolique fort, donnant du sens aux sacrifices consentis. Cette tension entre fierté politique et contrainte quotidienne structure la perception populaire du pouvoir. À l'échelle régionale, enfin, le Burkina Faso modifie les équilibres du Sahel. Les voisins observent attentivement l'expérience menée sous Ibrahim Traoré, certains y voyant un modèle de rupture assumé, d'autres un facteur de fragilisation collective. La coopération sécuritaire se réorganise sur des bases plus politiques que techniques, renforçant certaines alliances tout en affaiblissant d'autres. Cette recomposition accroît l'incertitude régionale, mais ouvre aussi des espaces de coordination alternative. Ces quatre niveaux révèlent une même dynamique. La souveraineté revendiquée produit des effets réels mais inégalement répartis. Les bénéfices stratégiques sont visibles au sommet de l'État, tandis que les coûts se diffusent progressivement vers l'économie et la société. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu consiste désormais à transformer ces conséquences fragmentées en trajectoires cohérentes, capables de maintenir l'adhésion sans épuiser les ressources. Le pari n'est plus théorique, il se mesure dans la vie quotidienne et dans la stabilité régionale. À horizon de 6 à 12 mois, trois trajectoires plausibles se dessinent, chacune conditionnée par la capacité du pouvoir à gérer contraintes internes et pressions externes. Dans le scénario de base, la situation se stabilise sans véritable bascule. L'État maintient le cap souverainiste tout en absorbant les coûts immédiats. Les partenariats alternatifs livrent des résultats partiels, surtout dans les infrastructures et l'équipement sécuritaire. La violence armée recule localement mais persiste ailleurs, obligeant à une gestion au cas par cas. L'économie progresse lentement, freinée par l'incertitude et par des circuits commerciaux encore fragmentés. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré conserve un soutien populaire suffisant, fondé sur la cohérence du projet plutôt que sur des gains rapides. Le pays avance, mais sans accélération décisive. Le scénario optimiste repose sur une synchronisation favorable. Les nouvelles alliances produisent des effets tangibles plus rapides que prévu, notamment via des investissements productifs et une meilleure coordination sécuritaire régionale. La montée en compétence des forces nationales améliore la protection de certaines zones clés, réduisant les coûts humains et financiers de l'insécurité. Cette amélioration relative libère des marges pour l'action sociale ciblée, atténuant la pression sur les ménages. À l'extérieur, un dialogue pragmatique s'esquisse avec certains partenaires occidentaux, limitant l'isolement sans renier l'autonomie. Dans ce cas,
La souveraineté cesse d'être défensive et devient un levier de négociation crédible. Le scénario défavorable, enfin, s'articule autour d'un cumul de tensions. Les sanctions et les restrictions commerciales pèsent plus lourdement que prévu, tandis que les soutiens alternatifs tardent à se matérialiser pleinement. La pression sécuritaire augmente, absorbant l'essentiel des ressources disponibles. L'inflation fragilise la cohésion sociale et érode progressivement le capital symbolique du pouvoir. À l'échelle régionale, l'isolement s'accentue, compliquant la coopération face aux menaces transfrontalières. Le gouvernement est alors contraint à des ajustements défensifs réduisant sa marge de manœuvre stratégique. Face à ces scénarios, une recommandation de méthode s'impose: privilégier la flexibilité sans renoncer au cap. La capacité à ajuster les rythmes, à hiérarchiser les priorités et à maintenir des canaux de dialogue ouverts conditionnera l'issue réelle. L'avenir dépendra moins d'un choix binaire que de l'articulation fine entre principe et pragmatisme. À ce stade, les conséquences cessent d'être abstraites et se traduisent en expériences vécues. Pour une première catégorie de citoyens, principalement les jeunes urbains, la trajectoire actuelle nourrit un sentiment de réappropriation politique. La rupture avec l'ordre ancien donne le sentiment d'être enfin écouté, même lorsque les conditions matérielles restent difficiles. Cette reconnaissance symbolique agit comme un facteur de mobilisation et de patience. Pour une seconde catégorie composée de ménages vulnérables et de travailleurs informels, l'impact est plus direct. La hausse des prix, l'irrégularité des revenus et la réduction de certains services publics pèsent sur les choix quotidiens. Les arbitrages se font à court terme entre sécurité alimentaire, santé et scolarité. Dans ce groupe, l'adhésion au projet souverainiste existe, mais elle est conditionnée à des améliorations perceptibles, même limitées. Une troisième catégorie regroupe les acteurs intermédiaires, enseignants, agents publics et entrepreneurs locaux. Ils se trouvent au croisement des attentes sociales et des contraintes de l'État. Leur quotidien est marqué par une charge accrue et par l'incertitude sur les ressources futures. Pourtant, ce sont souvent eux qui assurent la continuité fonctionnelle, amortissant les chocs et maintenant les services essentiels. Ces trois expériences montrent que le débat ne se joue pas seulement au niveau géopolitique. Il se joue dans la capacité de chacun à ajuster ses comportements, à accepter des sacrifices temporaires ou à exiger des compensations ciblées. Deux gestes simples reviennent fréquemment dans les attentes exprimées: une communication plus claire sur les priorités et des actions visibles, même modestes, dans la vie locale. Ainsi, la trajectoire nationale prend corps dans une somme de décisions individuelles. C'est à cette échelle humaine que se mesurera la solidité du projet engagé. À ce stade, la question n'est plus celle de l'intention, mais de l'exécution. La trajectoire engagée exige une feuille de route lisible, capable de traduire la souveraineté en actions mesurables. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette feuille de route peut se structurer autour de plusieurs étapes complémentaires, chacune répondant à une contrainte précise. La première étape concerne la priorisation interne. Il s'agit d'identifier un nombre limité d'objectifs critiques, principalement la sécurité territoriale et la stabilisation économique de base. Cette focalisation permet d'éviter la dispersion des ressources et d'envoyer un signal clair à l'administration comme aux partenaires extérieurs. Le succès se mesure ici par la continuité de l'action, non par l'ampleur immédiate des résultats. La deuxième étape repose sur le renforcement des capacités locales. La formation des forces nationales, des cadres administratifs et des acteurs économiques devient centrale.
L'objectif est de réduire la dépendance opérationnelle en transférant compétences et responsabilités. Le critère d'évaluation n'est pas la vitesse, mais la progression régulière des savoir-faire internes. Une troisième étape implique la gestion des alliances. Diversifier ne signifie pas remplacer une tutelle par une autre. Chaque partenariat doit être conditionné à des bénéfices clairement identifiés et réversibles. Ibrahim Traoré inscrit ainsi la diplomatie dans une logique transactionnelle, où la souveraineté se mesure à la capacité de renégocier. Enfin, une étape transversale concerne la transparence. Communiquer sur les arbitrages, expliquer les délais et reconnaître les limites renforce la confiance sociale. Cette dimension, souvent négligée, constitue un indicateur clé de résilience politique. L'ensemble de cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle crée un cadre d'action cohérent. Elle transforme un discours de rupture en processus gouvernable où chaque pas peut être observé, ajusté et, si nécessaire, corrigé. C'est à ce niveau que le projet prend une consistance durable. Le récit revient au point d'ancrage humain qui a accompagné la trajectoire depuis le début. Dans les rues et les zones périphériques évoquées plus tôt, les attentes restent d'os suspendus à des signes concrets de continuité. Ce sont ces visages ordinaires, confrontés à l'incertitude quotidienne, qui donnent sa densité aux choix politiques. La souveraineté n'est pas une abstraction lorsqu'elle traverse les routines, les espoirs et les renoncements. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme une figure lointaine que comme un symbole de projection collective. Pour ses soutiens, il incarne la possibilité de tenir tête à des forces jugées écrasantes. Pour ses critiques, il représente un risque assumé, potentiellement coûteux. Entre ces deux lectures, une même attente persiste, que le cap ne se perde pas dans l'épuisement. Le motif initial, celui d'un pouvoir mis à l'épreuve par le temps, trouve ici son écho. Les premiers élans ont laissé place à une vigilance plus mature. Les promesses ne suffisent de plus, seules comptent les trajectoires maintenues. Chaque décision renforce ou fragilise le lien de confiance. Une phrase s'impose, simple et nue, le courage politique exige de durer. C'est dans cette durée que se jouera l'héritage réel, non dans la rupture elle-même, mais dans la capacité à la transformer en continuité vécue. Le regard se tourne vers l'étape suivante. La trajectoire observée ne se referme pas sur une certitude, mais sur une responsabilité partagée. Ce qui se joue dépasse une figure ou un mandat et interroge la capacité d'une société à accompagner un choix politique dans la durée. Le Burkina Faso devient ainsi un espace d'observation pour tous ceux qui s'interrogent sur les conditions réelles de l'autonomie dans un monde interdépendant. Ibrahim Traoré cristallise ce moment, mais l'issue ne dépend pas de lui seul. Elle repose sur l'engagement des institutions, la résilience des acteurs économiques et la patience active des citoyens. Chacun, à son niveau, participe à la traduction concrète d'un projet qui ne peut survivre sans ajustement continu. Pour le lecteur, l'enjeu est moins de trancher que de rester attentif. Observer les signaux faibles, comprendre les arbitrages et suivre les effets cumulés permet d'éviter les jugements hâtifs. La souveraineté, ici, n'est ni un slogan ni une promesse immédiate. Elle est un processus fragile par nature. La question demeure ouverte volontairement. Comment accompagner un tel pari sans céder à l'illusion ni au renoncement? C'est dans cet espace de réflexion que le dialogue peut se poursuivre, au-delà des certitudes et des oppositions simples.